Bonjour Anne-Marie Follax-Vernon. Bonjour. Vous êtes directrice adjointe de la Fondation Au Cœur des Grottes. C'est une structure qui accueille les victimes d'exploitation sexuelle et de travail forcé à Genève. Des femmes comme Lucia, que l'on vient de voir dans ce reportage, est-ce qu'elles sont nombreuses à Genève à vivre cette exploitation ? Alors elles sont certainement trop nombreuses. Toutes n'arrivent pas à s'en sortir, toutes n'arrivent pas à demander de l'aide, toutes n'arrivent pas à oser quitter cette emprise. Lorsqu'elles y arrivent, alors effectivement, elles sont prises en charge et elles peuvent avoir accès, grâce à la vie notamment, l'aide aux victimes, grâce au Cœur des Grottes Social Protestant, avoir accès à l'aide juridique, à l'aide sociale et à tout ce qui peut les aider à ne plus être sous cette emprise. Et quand vous les accueillez au Cœur des Grottes, quelle est l'urgence ? Qu'est-ce que vous faites en premier pour elles ? Alors l'urgence pour certaines, c'est d'avoir des soins aussi. Beaucoup sont quand même gravement traumatisées par ce qu'elles ont vécu. Ensuite, c'est de les rassurer. Dans notre concept de travail au Cœur des Grottes, on peut leur rassurer qu'elles vont rester le temps nécessaire aux procédures qui peuvent être en cours, donc déposer plainte. La police est très bien formée à Genève, et puis après elles sont accompagnées, j'ai cité le Centre social protestant, la vie, mais on a à Genève un mécanisme de coopération qui permet à toutes les victimes d'avoir les portes ouvertes là où il y a l'aide. Les procureurs sont formés pour, il y a vraiment un dispositif à Genève qui permet d'aider les victimes, exploitation de la force de travail ou prostitution forcée. Ça veut dire qu'elles peuvent rester longtemps chez vous ? Alors, le temps nécessaire, parce qu'on s'aperçoit qu'une procédure peut mettre 2 ans. Et qu'on s'est aussi aperçu que lorsque les victimes repartent dans leur pays trop rapidement, elles ne reviennent pas. Elles sont reprises par le système, elles sont reprises par les réseaux, elles sont reprises par les familles, par les clans. Et dans ces cas-là, elles n'osent plus revenir, elles n'osent plus déposer plainte ou elles retirent leur plainte. Lorsqu'elles restent ici, elles sont à la disposition du ministère public, elles sont à la disposition de la police. Et pendant le temps nécessaire, alors à la procédure, nous leur offrons une formation, parce que sur des fonds privés. On s'est aperçu que le point commun de toutes ces femmes, c'est d'avoir, parfois fait des études, mais n'avoir pas pu trouver du travail dans leur domaine, ou d'autres n'avoir jamais fait d'études et être totalement dépendantes. Dépendantes de familles maltraitantes, dépendantes de réseaux malfaisants, dépendantes de toute personne qui va proposer quelque chose. Elles sont toujours trompées, trahies. On leur a menti. Donc, vous les formez à l'indépendance. Donc, on les aide à trouver leur indépendance parce que c'est la clé, de toute façon, pour tout le monde, pour toutes les femmes, c'est d'avoir accès à une formation qualifiante qui leur permet de gagner leur vie après, sans être dépendante et sans être sous l'emprise de gens malfaisants. On l'a entendu, Lucia a été victime d'un réseau mafieux international. Vous parlez aussi de familles maltraitantes. En fait, ces femmes, elles arrivent comment ? C'est vraiment le fait de réseaux installés ou ça peut être aussi Alors, c'est très vague. Informel ? La Suisse est un pays à la fois de destination et un pays de transit, comme tous les pays d'Europe. Elles arrivent suite à des informations, des annonces du recrutement, des personnes qui les font venir avec des vrais faux passeports, avec des vrais faux visas, des personnes qui leur promettent monts et merveilles, toujours. Malheureusement, des femmes qui recrutent. Parce qu'on fait plus confiance aux femmes. On fait facilement peut-être plus confiance aux femmes. Et ces femmes sont elles-mêmes peut-être d'anciennes femmes exploitées. Et lorsqu'elles arrivent sur place, elles s'aperçoivent effectivement qu'on leur a menti, qu'on les a trahies. Et elles se retrouvent dépendantes de familles, de clans, de systèmes, notamment dans le cadre de la prostitution forcée à Genève. Ce n'est pas forcément dans les lieux de prostitution et dans les salons de massage qui sont bien contrôlés. Ce sont des studios cachés, privés. C'est pour ça que je les appelle les victimes invisibles. Mais vous dites qu'il y a des femmes qui ont été victimes et qui deviennent rabatteuses. Alors, elles deviennent rabatteuses. Elles sont prises dans le réseau, elles sont prises dans l'organisation et elles-mêmes peuvent être encore à la fois victimes et rabatteuses. Leurs propres enfants peuvent être pris en otage au pays. Elles sont obligées d'être rabatteuses. C'est vraiment du sordide, c'est vraiment de l'horreur de A à Z. La Suisse est un pays de destination ou de transit. Le pays d'origine de ces femmes, elles viennent d'où principalement ? Alors, que ce soit prostitution forcée ou exploitation de la force de travail, c'est le monde entier. À Genève, elles peuvent être aussi bien philippines, elles peuvent être roumaines, elles peuvent être... Il y a la mendicité forcée aussi, qui est un vrai problème. Elles peuvent être de Guinée-Conakry, elles peuvent être d'Amérique latine, elles peuvent être d'Asie, elles peuvent être vraiment beaucoup aussi d'Europe de l'Est, du Kosovo et beaucoup du Maroc. Et vous me parliez aussi de la Mongolie, et en peu de temps, ça s'est créé. Comment se crée un Et réseau ? la Mongolie. Alors, c'est des réseaux qui s'organisent avec des personnes qui ont peut-être souhaité avoir un visa
dans un consulat dans leur pays d'origine qui, en sortant du consulat, n'ont pas eu le visa, elles sont en pleurs et il y a des rabatteurs qui viennent vers elles en leur proposant « mais écoute, tu me suis, moi je peux t'obtenir un visa et puis sur place, tu rembourseras quand tu arriveras. » Voilà. Et la Suisse, par rapport aux autres pays européens, est-ce que c'est un pays qui attire ce genre de système mafieux? Est-ce que c'est une place de choix, si j'ose dire? Apparemment pas plus que les autres pays d'Europe. C'est vrai que c'est très central et qu'après, il y a, comme décrivait cette jeune femme, il y a ce qui s'appelle un peu le tour opérateur où elles sont déplacées d'endroit en endroit lorsqu'il s'agit de prostitution forcée. Mais de nouveau, la prostitution forcée, c'est 30% de la problématique. 70%, c'est exploitation de la force de travail, et notamment dans l'économie domestique. On y reviendra tout à l'heure. Est-ce que les hommes sont aussi victimes d'exploitation sexuelle? Oui, bien sûr. Il y a aussi les hommes, il y a aussi des mineurs, filles, garçons. Ils sont accueillis, par exemple, les hommes sont accueillis au cœur des grottes? Alors, ou c'est non, réservé pour le aux moment, femmes? il n'y a pas l'infrastructure qui permet d'accueillir les hommes. Par contre, les hommes peuvent être logés à Genève dans un hôtel social et bénéficier de l'accompagnement comme les femmes victimes. Est-ce que Genève, finalement, c'est un exemple, enfin la prise en charge des victimes est meilleure qu'ailleurs, ou est-ce qu'il y a une prise de conscience générale au niveau national de cette problématique? Alors, au niveau national, il y a la volonté de Mme Sommaruga de faire vraiment une campagne de lutte contre la traite des êtres humains qui a démarré en 2012 et qui va continuer jusqu'en 2020. Mais c'est vrai qu'à Genève, il y a une vraie volonté politique. Il y a vraiment... Genève est pionnière en matière notamment de police, la BTPI, la Brigade de traite des êtres humains, de lutte contre la traite des êtres humains et de la prostitution illicite. Donc il y a un dispositif qui s'appelle le mécanisme de coopération de lutte contre la traite des êtres humains qui, à la fois, bien sûr, le Cœur des Grottes, la Lavie, le Centre social protestant, mais aussi le ministère public, la police, l'hôpital, le service de protection des mineurs, Camarada, enfin beaucoup d'instances extrêmement sur le terrain qui peuvent être des portes d'entrée. L'hôpital est une grande porte d'entrée. Grâce à la consultation pour les personnes sans statut légal, c'est un lieu de détection des victimes, heureusement, heureusement. Donc je pense qu'à Genève, on est mieux doté que dans les autres cantons. Vous le disiez, alors 70% des victimes de la traite d'êtres humains sont en fait victimes d'exploitation domestique. Oui. Alors je vous propose de regarder le témoignage de cette jeune femme qui a été d'ailleurs accueillie au cœur des grottes et qui a finalement obtenu la condamnation de la personne qui l'exploitait devant la justice. Samira a tout juste 14 ans lorsqu'une amie de la famille propose à sa mère de la faire venir en Suisse pour finir sa scolarité. Le premier jour, elle me chercher à l'aéroport. Et après, elle m'avait déjà préparé quelque chose. Voilà, elle était vraiment sympa avec moi au début. Le lendemain, elle m'a demandé mon passeport. Moi, j'étais un peu choquée parce que quand même, mon passeport, c'est à moi. La femme d'origine marocaine est une retraitée issue d'un milieu aisé. Elle vit avec sa fille et son petit-fils dans un appartement confortable à Genève. Pourtant, Samira n'a pas de chambre. Elle dort à même le sol, dans le couloir. Alors les repas, j'avais pas le droit de manger ce qu'il y avait dans le frigo. Je mangeais le reste. Quand elle faisait à manger, puis il restait quelque chose, elle me donnait. Sinon... rien. La patronne promet à Samira qu'elle pourra suivre une formation de coiffeuse. Mais les mois passent, aucune réponse, et les tâches ménagères s'accumulent. Je me réveillais à 4 heures pour relever la barrière de parking, quand sa fille elle travaillait à l'aéroport. À 5 heures, c'est le réveil pour le petit. Il prépare son petit déjeuner. Je faisais le ménage tous les jours. Je faisais aussi le ménage chez des amis à eux. Je faisais la vaisselle à la main, même s'il y avait une lave-vaisselle, je ne pouvais pas l'utiliser. Je lavais les habits aussi. Des fois, il y avait des invités où il fallait que je l'aide. Des fois, c'était jusqu'à 2h, 3h du matin. La jeune Marocaine travaille plus de 15 heures par jour, sans salaire ni congé. J'étais toujours fatiguée.
puisque je dormais pas assez. J'avais tout le temps peur aussi. On me disait oui, si tu racontais des choses, ils vont te renvoyer au Maroc. Si moi j'entends que t'as raconté quelque chose, ça va mal se passer. Une fois, elle m'a dit que j'ai utilisé sa recherche en appelant à l'étranger. Moi, j'ai répondu que non, je n'ai pas utilisé. Elle m'a tapé jusqu'à que j'avais mon nez qui saignait. Quand elle m'a envoyé à faire les courses, si je dépassais par exemple 15 minutes, elle me criait, elle me tapait. Pendant 2 ans, Samira va vivre en captivité, contrainte aux travaux domestiques et régulièrement battue. Et puis un jour, dans la salle d'attente d'un cabinet médical, elle rencontre une patiente. Alors la première fois quand elle m'a vue, elle s'est demandé si j'allais bien. J'ai répondu avec les larmes. Là, elle a compris tout de suite qu'il y a quelque chose. Elle m'a posé plein de questions par rapport à cette situation. Je l'ai tout raconté. La femme conseille alors à Samira de s'enfuir et de venir se réfugier chez elle. C'était un jour où la maman, elle était à la Mecque et elle a laissé les clés. Et c'est là où j'ai échappé pour sortir. Anne-Marie von Arx-Vernon, l'histoire de Samira semble incroyable. Enfin, c'est digne d'un conte d'Anderson. C'est emblématique de ce que vivent ces 70% de victimes de traite d'êtres humains. Oui, tout à fait. C'est vraiment, mais vraiment un modèle, c'est vraiment emblématique. Enfin, Depuis 20 ans que je vois ce type fait. de victimes, c'est vraiment exploitation de la force de travail. C'est tout à fait ça, dormant dans le placard, ne mangeant presque pas ou dormant par terre. C'est le fait de personnes méchantes. Enfin, on a du mal à s'expliquer comment on peut traiter des personnes comme ça. Alors, très souvent, les personnes qui ont exploité ces jeunes femmes prennent comme prétexte l'aspect culturel. Ah, mais c'est culturel. Alors, pas du tout. Pour moi, c'est pas culturel, c'est criminel, c'est pas négociable, il n'y a pas d'excuse. C'est une manière effroyable d'asservir quelqu'un et d'en faire un objet. Comme la jeune femme dans votre premier reportage qui disait « j'étais comme un sac de patates ». Ben, cette jeune femme, elle a eu l'occasion de me dire « j'avais moins de valeur que la table ». On pouvait me taper, on pouvait ne pas me donner à manger, on ne pouvait pas me laisser dormir, c'était normal. Donc voilà, c'est ça qu'il faut lutter contre cela. Oui, parce que vous parlez de l'aspect culturel. On dit aussi, alors je ne sais pas si c'est un mythe ou une réalité, que l'exploitation domestique, à Genève en particulier, est souvent le fait de fonctionnaires internationaux, diplomates, etc. Ça, c'est une idée que vous battez en brèche aussi? Alors, je veux dire, par là, c'est de loin pas la majorité. Dans ce cadre-là, il y a le bureau de l'amiable compositeur, dont Mme Braschwig-Graf est présidente, et qui fait un excellent travail avec la mission suisse, oui, qui détecte des victimes, qui aide les victimes à faire valoir leurs droits. Et dans ces cas-là, elles peuvent bénéficier à la fois des prud'hommes, à la fois du pénal, si jamais il y a eu des atteintes graves à leur intégrité. Et ces personnes peuvent aussi négocier grâce au bureau de l'amiable compositeur. Mais c'est de loin pas la majorité. Ce que moi, je constate depuis 20 ans, sur les 200 victimes qu'on a pu avoir, eh bien, la plupart sont le fait de personnes genevoises, de personnes suisses, dont souvent un des membres du couple est de la même nationalité que la personne exploitée. Ça, c'est un constat. Et où est-ce que ça commence, l'exploitation? Parce que si on a une employée de maison qu'on ne paye pas très bien parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, c'est de l'exploitation déjà? Alors, il y a déjà comme critère de base la personne qui se voit confisquer son passeport. L'interdiction de sortir, l'interdiction de parler, la menace, si jamais tu parles, je te fais expulser, si jamais tu demandes de l'aide, tu verras la police va te battre, te violer, t'expulser. C'est important de dire qu'il n'y a jamais eu une femme au cœur des grottes qui a été expulsée. Donc l'important, c'est de pouvoir déposer plainte, mais ces jeunes femmes, elles sont exploitées, corvéables nuit et jour. Certaines sont battues, certaines sont violées, mais le fait d'être simplement totalement dépendante d'une personne et de ne plus avoir un espace de liberté, ne pas toucher son argent et être considérée comme un objet,
c'est de la traite des êtres humains. Voilà, c'est la menace, la contrainte. Et le passeport confisqué. D'accord. Et vous le disiez, alors effectivement, aucune des personnes qui a été accueillie chez vous n'a été expulsée. Ça, c'est quelque chose qui est garanti de pouvoir rester sur le sol suisse pour ces victimes? Alors oui, bien sûr, parce qu'il y a, grâce au mécanisme de coopération, un programme d'accompagnement avec un permis provisoire, le temps des démarches. Donc comme je disais, les démarches peuvent de quelques mois jusqu'à plusieurs années. Ces personnes vont avoir accès à toute l'aide aux victimes. Il y a aussi la protection des témoins, qui est une loi fédérale qui permet aussi aux personnes qui ont pu être témoins de témoigner et de ne plus être en danger. Enfin, il y a des éléments quand même très, très structurants qui permettent aux femmes surtout de ne plus se sentir seules. Et grâce à toutes les émissions, tous les médias, c'est une information, c'est un moyen de passer vraiment cette communication, comme on a fait dans les bus à Genève, les trams et les bus, avec un numéro de téléphone, où c'est très important que si on est témoin ou victime, de pouvoir appeler ce numéro. Alors justement, oui. Samira, elle a été sauvée en quelque sorte par quelqu'un qui a vu sa détresse. Oui, donc quand on est témoin de ça, oui. qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on appelle le 0800 20 80 20. C'est très important parce qu'en étant témoin, on a un rôle absolument déterminant pour essayer d'enrayer cette horreur qui est faite aux êtres humains. Et pour moi, le principe, c'est que si on est témoin et qu'on ne fait rien, alors on devient complice. Vous avez accompagné de très nombreuses femmes depuis 20 ans que vous êtes dans cette activité. Vous avez gardé contact avec certaines d'entre elles? Alors oui, parce que certaines, on a pu justifier qu'elles ne pourraient jamais retourner dans leur pays, qu'elles étaient en danger de mort. Donc on a pu demander un permis humanitaire, elles l'ont obtenu. Et ces jeunes femmes aujourd'hui, qui certaines, je les connais effectivement depuis 18 ans, 20 ans, 15 ans, parfois me sont très précieuses comme ambassadrices du Cœur des Grottes, où je leur demande de venir m'aider pour rassurer une victime. Parce que c'est vrai qu'une personne qui a été gravement traumatisée, qui a été trahie, qui a été utilisée comme un objet, c'est des graves traumatismes. Et si elle voit quelqu'un qui vient de la même région qu'elle et qui a pu s'en sortir et qui a pu reprendre confiance dans la vie, se reconstruire un avenir presque enviable dans certains cas, eh bien, elle va commencer aussi à parler et à faire confiance. C'est un cercle de solidarité. C'est un cercle de solidarité, c'est très utile, c'est très précieux. Je vous remercie beaucoup, Anne-Marie von Arx-Vernon, d'avoir participé à cette émission. Et alors, je signale que cette semaine, ce lundi, s'ouvre la semaine européenne de lutte contre la traite des êtres humains. Et c'est notamment le 18 octobre qui est la journée où il se passera des tas de choses pour informer sur cette situation. Et si vous souhaitez réagir à cette émission, vous pouvez le faire en postant un commentaire sur le site rtsreligion.ch ou sur notre page Facebook.